Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Pour terminer ce mois d'août en beauté, je vous propose une petite vidéo FAQ. En effet, je vous ai donné la possibilité sur mes différents réseaux sociaux de me poser l'ensemble de vos questions. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur ceci, n'hésitez pas à faire un tour en description pour les rejoindre. Je suis notamment présent sur Twitter, Instagram, Discord, Facebook, etc. etc. Et c'est notamment de cette façon que je communique le plus rapidement avec vous, puisque je ne vous apprends rien si je vous dis que tourner une vidéo, ça me prend parfois énormément de temps. Or, avec ces réseaux sociaux, là, je peux vraiment partager de l'information en direct avec vous et notamment vous donner la possibilité de vous exprimer pour le tournage de cette vidéo. Et donc, qui dit vidéo FAQ dit quand même pas mal de choses. Alors, premièrement, j'ai reçu pas mal de fois la même question, ou la question tournait d'une façon différente sur les différents réseaux sociaux, donc forcément, je ne vais l'afficher qu'une seule fois et n'y répondre qu'une seule fois, vous vous en doutez. Également, j'ai reçu pas mal de questions sur différents projets de crypto-monnaies que je ne connais malheureusement pas. Je vous rappelle qu'il y a plus de 20 000 crypto-monnaies différentes et je ne peux pas toutes les connaître. Et donc, plutôt que de vous faire tout simplement une partie de la vidéo où je vous dis je ne connais pas, partez du principe que si je ne réponds pas à votre question dans cette vidéo, c'est tout simplement que je ne connais pas le projet et donc que je n'ai pas d'avis dessus. Et pour finir, et vous commencez à en avoir l'habitude, mais je m'excuse par avance si jamais j'écorche votre pseudo. C'est absolument pas volontaire de ma part, malheureusement ma prononciation laisse parfois à désirer. Bref, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, alors c'est parti. Il faut bien commencer quelque part, et la première question nous vient de Danny Bouteiller qui nous demande « Salut MiningTK, quelle approche à ta famille très proche, femmes, enfants qui vivent avec toi, sur les activités que tu as dans la crypto-monnaie? Ou du moins, est-ce qu'il s'intéresse à ton activité en détail, ou c'est juste, il fait des trucs avec le Bitcoin ?» Alors pour commencer, merci à toi, car je pense que c'est une question qu'on ne m'avait encore jamais posée sur mes réseaux. Et donc pour y répondre, je dirais premièrement que effectivement pour les personnes qui vivent avec moi à mon domicile, d'une certaine façon, ils sont obligés de s'y intéresser, en tout cas au niveau des crypto-monnaies, puisque effectivement, avec du matériel de minage à la maison, c'est très difficile de faire comme si de rien n'était. Ma compagne d'ailleurs m'a donné un coup de main à l'époque, notamment pour la réalisation des premiers supports de rig que j'avais fait totalement en bois maison avec du bois de récup, comme je le dis toujours dans mes vidéos. Donc on était vraiment parti sur un montage ensemble où on avait vraiment assemblé les différents morceaux de bois pour justement faire un support de rig, percer les étagères, etc. etc. Donc à ce niveau-là, vraiment au niveau de l'installation, c'est difficile de ne pas en parler. Alors je dois dire qu'on évite quand même d'en parler à longueur de temps, puisque sinon c'est vrai qu'à un moment donné, on ne fait plus que parler de ça. Mais il est certain que maintenant, vu que mon travail est lié directement au monde des crypto-monnaies, eh bien forcément, un petit peu toute la famille doit s'y adapter d'une certaine façon, aussi bien au niveau de mes parents, frères et sœurs, etc. etc. Ça fait effectivement partie de mon quotidien, mais j'évite quand même d'en parler, si ce n'est les classiques, aux réunions de famille, à Noël ou à Nouvel An, quand on nous demande un petit peu justement comment ça se passe les investissements en crypto-monnaie, avec soit le Bitcoin qui monte, soit le Bitcoin qui descend. Mais de manière générale, oui, les gens maintenant sont totalement conscients de ce que je fais et ça fait vraiment partie de leur univers, de leur écosystème, comme ça fait partie du mien à l'heure actuelle. La question suivante nous vient de Thomas Debac qui nous demande « Hello TK, comment savoir si on peut miner un coin ou autre? Y a-t-il une liste de coins en POW? Merci. » Alors oui, clairement, il y a des listes. Le plus simple pour moi, c'est vraiment de te rendre sur des comparateurs en ligne type What2Mine qui vont justement te lister les différentes crypto-monnaies que tu vas pouvoir miner avec ton matériel. Tu peux également te rendre sur CoinMarketCap qui notamment te propose dans sa liste de filtres les crypto-monnaies qui fonctionnent en Proof of Work. Alors attention qu'en Proof of Work, tu vas avoir aussi bien le minage ASIC que le minage GPU. Là où sur par exemple un What2Mine, tu vas vraiment pouvoir distinguer les ASIC des GPU. Ensuite, c'est comme toujours, c'est un petit peu en recherchant soi-même et en faisant donc ses propres recherches, en commençant à tester, en allant sur des forums, des discords spécialisés, que l'on commence tout doucement à s'imprégner du milieu et à faire la distinction entre, ok, cet algorithme-là, il va se miner uniquement aux ASIC, celui-là, ça va être du GPU, celui-ci, ce sera du Monero, etc. etc. Maintenant, j'ai pas à connaissance un site qui va vraiment te référencer toutes les crypto-monnaies avec toutes les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme toujours, il faut combiner les sources d'informations pour obtenir justement un max d'infos sur les crypto-monnaies. Mais tu vas voir qu'à force de traîner dans le milieu, à un moment donné, ça devient vraiment quelque chose de naturel et de normal. Maintenant, lorsqu'on me donne un algorithme de minage, généralement, donc si c'est pas un nouvel algorithme, je peux déjà te dire directement si c'est de l'ASIC, du GPU,
quel ASIC sera favorable ou quel GPU sera favorable. Et également, généralement, à force, hein, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on commence même à connaître un petit peu les overclocks. Est-ce que c'est plutôt core intensif, memory intensif, etc. etc. Mais donc non, il n'y a pas un site qui référence tout ça en particulier. Par contre, vraiment, en s'aidant de What2Mine ou encore de CoinMarketCap avec le filtre POW, tu peux vraiment déjà avoir une bonne liste des crypto-monnaies qui s'offrent à toi. Alors, la question suivante nous vient de Monsieur Basique qui demande « Est-ce que tu utilises des Play to Learn ?» Alors, je ne sais pas si on peut considérer notamment l'académie qui est présente sur Coinbase comme un play to learn. Hein, c'est tout simplement un système qui va vous poser des questions sur différentes crypto-monnaies, qui va notamment vous donner des informations sur des cryptos et puis vous passer à un petit questionnaire. Et en échange, vous allez toucher un petit peu quelques unités de cette crypto-monnaie-là en question. Si tu considères ça comme un play to learn, alors oui, d'une certaine façon, j'en utilise un. Si par contre pour toi ça c'est pas un play to learn, alors non, je n'utilise pas vraiment d'autres modèles spécifiques, si ce n'est vraiment voilà, cette académie présente sur Coinbase. Ensuite, c'est Crocodile Crypto qui demande Salut TK, quel était ton ancien job et comment la transition s'est passée? Alors, en ce qui concerne mon ancien job, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je suis chimiste de formation. J'ai notamment travaillé dans une grande entreprise en Belgique qui était justement dans le gros monde de la chimie industrielle et j'étais donc chercheur pour cette société. Et comment est-ce que la transition s'est passée? Eh bien honnêtement, vraiment très 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 bien. Contrairement à des personnes qui par exemple vont quitter leur job parce qu'elles sont soit mal payées, soit ça se passe mal avec le patron, les collègues, etc. etc. Moi, honnêtement, sur toute la ligne, ça allait extrêmement bien. J'avais une très bonne considération dans mon travail, je m'entendais très bien avec mes collègues et également mon patron. J'avais un salaire qui n'était pas dégueu. Donc, à la limite, ça a même été un peu compliqué de quitter tout ça pour moi, puisqu'effectivement, tout allait pour le meilleur des mondes dans ma vie à ce moment-là. Mais vraiment, j'avais vraiment cette envie de quitter ce travail parce que j'avais trop peur de passer à côté de quelque chose qui aurait pu être vraiment énorme au niveau des crypto-monnaies. Je me suis vraiment dit, soit en fait je me lance vraiment à corps perdu dans l'univers des crypto-monnaies et je tente de développer vraiment voilà, une activité avec les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, des conférences, etc., etc. Ou alors je laissais tomber tout ça, je sortais de temps en temps une vidéo, par exemple une vidéo par mois, ça aurait été vraiment ça, et je me concentrais vraiment alors sur mon véritable entre guillemets travail et vraiment mes investissements de manière classique dans la crypto-monnaie. Mais je sais pas, j'avais comme une sorte d'étincelle qui avait démarré un feu et j'avais vraiment pas envie de passer à côté de ça parce que je pense vraiment que si je m'étais pas lancé, je me serais toujours posé la question et si je m'étais lancé, comment est-ce que ça aurait pu tourner? Et c'est vrai que pour le moment, l'activité de manière générale se porte plutôt bien. Hein. Je n'ai pas des performances non plus énormes par rapport à d'autres personnes dans le crypto game FR, mais je suis déjà extrêmement content de ce que j'ai réussi à faire, surtout en si peu de temps, puisque ça fait seulement depuis octobre 2021 que je me consacre vraiment à 100% à mon activité sur la crypto-monnaie, sur les réseaux sociaux, etc. etc. quoi. Alors pour la question suivante, on repart un petit peu dans le domaine technique, c'est Diljet qui la pose, qui dit « Salut Monsieur TK, que penses-tu de la technologie Proof of Capacity j'imagine, surtout en termes d'écologie, car le Proof of Stake c'est green, mais ce genre de techno ça l'est aussi. » Alors effectivement, c'est vrai que quand on parle de côté vert, généralement tout le monde voit le Proof of Stake, et généralement c'est d'ailleurs même le Delegate Proof of Stake qui ressort en priorité, mais des technologies alternatives au Proof of Work traditionnel, qui sont beaucoup plus vertes hein, d'un certain point de vue, il y en a vraiment pas mal, et le Proof of Capacity en fait partie. Et en ce qui me concerne, et là c'est totalement personnel, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui ne m'a jamais attiré. Même si je comprends très bien l'intérêt derrière hein, ce système vraiment de mettre notamment de la capacité de stockage via des disques durs notamment à disposition d'un réseau, je comprends très bien l'intérêt. Je vois exactement d'ailleurs où l'intérêt se situe, notamment pour avoir un système décentralisé qui permettra notamment l'hébergement d'informations. Mais de mon côté, j'ai vraiment jamais eu cette envie de me lancer là-dedans. Il y a notamment à l'époque la vidéo que j'avais sortie sur comment miner du chia et il y avait plein de personnes qui m'avaient demandé ouais mais est-ce que tu t'es lancé etc etc. Et j'avais d'ailleurs fait justement dans la foulée une vidéo qui expliquait pourquoi moi je n'en mine pas. Donc j'avais fait vraiment le tutoriel pour expliquer comment en miner, mais moi personnellement bah voilà ça ne m'intéressait pas. Et en fait c'est vraiment une technologie qui je pense a de l'intérêt dans certains cas bien particuliers. Mais à mon avis, encore une fois, ça ne concerne que moi, j'ai vraiment du mal à croire que cette technologie puisse fonctionner vraiment totalement seule. C'est-à-dire faire du proof of capacity pour faire du proof of capacity, je pense pas que ça ait un avenir. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Par contre, faire du proof of capacity en même temps qu'autre chose, par exemple avec un système donc, de staking, de masternode, ou même du proof of work traditionnel, peu importe, mais
Combiné avec autre chose, là clairement j'y vois potentiellement un grand intérêt, notamment pour apporter cette capacité de stockage au système, mais vraiment du pool of capacity pur et dur, j'ai vraiment du mal à y croire, même si la technologie en soi, donc le principe même sur lequel reposent les fondamentaux, me semble vraiment quelque chose quand même de très bon, avec pas mal de potentiel quoi. Alors, la question suivante nous vient de Célidior et honnêtement, elle est excellente car ça va me permettre notamment de vous expliquer un point très intéressant et très particulier parce que c'est quelque chose qui revient très souvent sur mes réseaux. C'est tout simplement Hello, si tu nous parlais de ton activité pro dans la crypto-monnaie. Alors vraiment, merci à toi pour cette question, car ça va me permettre justement d'expliquer un point qui est souvent incompris de par la communauté. Alors attention, c'est normal parce que ça peut être un petit peu complexe, mais que j'avais vraiment envie d'aborder sur la chaîne. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai même hésité à en faire une vidéo complète parce que je pense que ça peut valoir le détour pour bien comprendre comment fonctionne justement un influenceur, ou en tout cas ce que je suis dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, selon moi, il faut distinguer vraiment deux types d'activités, en tout cas dans mon cas, mon activité vraiment professionnelle dans la crypto-monnaie de mon activité en tant que particulier. Car bien que les deux traitent de crypto-monnaie, c'est deux choses totalement différentes. En premier lieu, si on considère mon activité en tant que particulier, j'ai exactement le même fonctionnement que vous. C'est-à-dire que j'ai réalisé différents investissements dans le monde de la crypto-monnaie pour tenter de les faire fructifier. Ça peut être aussi bien de l'investissement d'acheter des crypto-monnaies, d'investir dans du matériel du minage, de participer à des pools de liquidités, etc., etc. Et cette activité, c'est l'activité que chacun d'entre vous pourrait avoir et qui n'est absolument pas liée à mon activité professionnelle. Mon activité professionnelle, c'est notamment mon activité sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et souvent, le problème, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux et qui considèrent que parce que j'ai, par exemple, investi dans du matériel de minage, eh bien, cette activité est à mettre directement avec mon activité sur YouTube. Sauf que c'est vraiment deux choses qui sont totalement séparées de mon côté et qui sont vraiment distinctes. C'est-à-dire que, si je schématisais, hein, si je voulais caricaturer, l'activité de minage pourrait me rapporter 10 000 € par mois, hein, c'est une caricature, c'est pas du tout le cas. Eh bien, si l'activité sur YouTube est en baisse, par exemple, ou ne rapporte pas d'argent, je ne peux pas faire passer des fonds de l'un à l'autre. Et ce n'est pas parce que je gagne d'un côté que je gagne forcément de l'autre, et vice-versa. Et ça va notamment me permettre de répondre à certains détracteurs qui me disent « Ok, mais tu gagnes déjà de l'argent, par exemple, avec tes trades, avec ton matériel de minage, etc. etc. Pourquoi est-ce que tu fais par exemple du sponsoring sur ton activité YouTube? Eh bien tout simplement parce que l'activité YouTube, c'est une société à part. C'est une société, et comme toute société, d'une certaine façon, elle doit être rentable. Et donc l'argent qui est généré via YouTube, c'est pas de l'argent qui va retourner dans mes investissements privés en crypto-monnaie et vice-versa. Encore une fois, j'insiste énormément là-dessus. Il faut distinguer les deux activités. Et c'est pour moi quelque chose de très important parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que parce que ça traite dans les deux cas de crypto-monnaie, tout est mélangé. Sauf que non, absolument pas tout est mélangé, tout est bien séparé et ce qui est généré d'un côté n'est pas mélangé avec ce qui est généré de l'autre. Bref, ceci étant dit, je vous propose de passer à la question suivante qui nous vient de Nira qui demande « Penses-tu que certains gouvernements européens ont déjà des cryptos, même s'ils ne communiquent pas dessus ?» Alors honnêtement, des gouvernements entiers, je ne pense pas. Par contre, pour avoir discuté de plus en plus avec des hommes politiques, alors dans mon cas il s'agit d'hommes politiques belges, mais je pense que c'est également valable dans les autres pays, hein, que ce soit la France, la Suisse, le Canada, etc., etc., on remarque qu'il y a de plus en plus donc, de membres des parlements, des députés, etc., etc., qui s'intéressent aux crypto-monnaies et même dans certains cas qui en possèdent. J'avais notamment réalisé l'interview de Benoît de Beukelard, qui est un député belge, qui notamment reçoit une partie de son salaire en bitcoin. Ben voilà, je pense que des personnes comme ça dans des gouvernements qui vont posséder des crypto-monnaies, il va probablement y en avoir de plus en plus. Par contre, un gouvernement entier, à l'échelle de l'Europe, hein, bien entendu, qui aurait investi dans les crypto-monnaies, je ne pense clairement pas. Alors ensuite, c'est Maxophone qui demande « Est-ce que tu parles pareil en vrai que dans tes vidéos ?» Alors honnêtement, il faudrait demander aux personnes qui m'ont déjà rencontré lors des différents événements, mais j'ai pas l'impression que je joue un personnage. En tout cas, c'est vraiment ma façon normale de parler. J'ai peut-être les intonations qui sont un peu moins marquées dans la vraie vie, ça c'est probable, parce que justement on insiste un peu plus, notamment quand on est face à une caméra avec un micro, parce qu'il y a toujours le tract, hein, c'est toujours la même chose, mais vous voyez la vidéo avec moi en face, mais moi ici je vois juste un objectif et un appareil photo, donc c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu perturbant, mais j'ai pas l'impression d'être fort différent dans la vie de tous les jours. Faudrait poser la question aux personnes qui m'ont déjà vu en vrai. La question suivante nous vient de Bayaki qui demande « Tu as combien de notes flux ?» Eh bien malheureusement, pas suffisamment à mon goût.
Et pour rester dans le monde de l'entreprise, Rayman nous demande passage du salariat à la création d'entreprises de cloud mining. Eh bien, honnêtement, pour le moment, c'est clairement pas à l'ordre du jour. J'ai pas du tout prévu de développer ce type d'activité. Encore une fois, pour le moment, j'essaye vraiment de me concentrer sur l'aspect chaîne YouTube, conférences, etc., etc. Je n'ai pas pour le moment envie de me lancer dans d'autres challenges parce que j'ai déjà largement de quoi faire, rien qu'en essayant de développer mon activité sur YouTube et sur les conférences, les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, il faut jamais dire jamais. Peut-être que dans le futur, notamment si, par exemple, la chaîne prenait de plus en plus d'ampleur et que je pouvais déléguer notamment certaines tâches, peut-être que je vais me diversifier d'une certaine façon en proposant des choses en parallèle. Mais pour le moment, c'est clairement pas à l'ordre du jour. Bon, j'avais pas encore eu de questions sur le flux et honnêtement, j'étais quand même étonné, mais on a Mebac qui s'y colle avec salut à toi, ta vision précise du projet Flux à moyen long terme et une idée du pourcentage que tu as investi dans le projet par rapport à ton bac total en crypto. Alors forcément, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que le projet Flux est un projet que j'affectionne énormément, probablement un des plus gros projets dans lequel je suis, notamment depuis le départ. Maintenant, il n'y a pas que lui, hein. Je veux dire, je suis également présent sur d'autres projets, j'en ai déjà parlé comme Cadena, Ergo, etc. etc. Mais c'est vrai que Flux, voilà, c'est un petit peu mon petit bébé d'une certaine façon, parce que je suis présent vraiment depuis pratiquement le tout début. Comme je le disais, je pense pas que j'ai miné dans les 100 premiers blocs, mais je suis arrivé peu de temps après. C'est un projet qui a pas mal évolué depuis ses débuts, et honnêtement, si vous aviez connu comme moi le projet à l'époque, bah, ça vous ferait extrêmement peur avec le regard que l'on peut avoir à l'heure actuelle, pardon. Et quelle est sa position, enfin ma position pour le moyen long terme? Ben, vu comme les choses évoluent, comme ils sont en train de développer des choses, j'ai vraiment l'impression que le projet prend de plus en plus d'ampleur, il fait de plus en plus parler de lui. J'en avais parlé d'ailleurs dans un précédent live où j'avais indiqué, franchement, on m'aurait posé la question il y a un an et demi de comment je voyais les choses évoluer pour le projet Flux, pardon. J'aurais été quand même un petit peu sceptique parce qu'il y avait pas mal de changements à ce moment-là. On avait encore l'ancien nom, Zelcash qui était devenu Zel, qui est ensuite devenu Flux. La team qui changeait pas mal de choses, il y avait encore un côté anonyme qui avait été retiré. Le projet, honnêtement, il y a encore un an et demi, se cherchait beaucoup. Là, depuis un peu moins d'un an, je pense qu'ils ont vraiment une bonne ligne directrice. Ils sont partis en tout cas dans la bonne direction. Ils ont des objectifs clairs et qui se sont fixés. Et pour le moment, ils tiennent vraiment bien leur roadmap. Et donc, pour moi, c'est un projet qui est justement en train de se développer de plus en plus, en train de proposer de plus en plus de choses. On remarque qu'ils ont de plus en plus de partenariats avec d'autres projets. Il n'y a pas encore si longtemps, ils étaient simples partenaires avec Cadena. Maintenant, on voit qu'il y a Firo, Ravencoin, Ergo, un petit peu toutes les crypto-monnaies en Proof of Work. Ils ont un partenariat avec Lumen, qui est une énorme entreprise aux États-Unis qui sert notamment à leur fournir les systèmes pour les nodes Titan, etc., etc. Et donc, pour moi, le projet est vraiment sur sa lancée, en tout cas sur la rampe de lancement. Et je pense qu'au prochain bull run, c'est le moment où il va pouvoir justement pleinement s'exprimer, pleinement montrer l'ampleur de ce qu'il a. Ou au contraire, justement, on va peut-être se rendre compte que c'est un pétard mouillé, parce que oui, il faut également voir ce côté-là. Et là, bah, il faudra sérieusement que personnellement, je me remette en question, parce que j'aurais été d'une certaine façon aveuglé par le projet, par les belles promesses, etc., etc. Mais honnêtement, vu comment les choses évoluent, j'ai quand même de gros doutes là-dessus. Pour la question suivante, on reste dans le monde du minage, et c'est Revax Viking qui la pose. Est-ce que miner fait monter la valeur du token? Et est-ce que beaucoup de personnes qui achètent de la crypto, car je me dis que dans le mining, il y a une grande force vendeuse. Alors non, il n'y a absolument aucun lien entre le fait qu'une crypto-monnaie minée prend plus ou moins de la valeur. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'une crypto-monnaie qui fonctionne en Proof of Work, qui par exemple du jour au lendemain prend énormément de valeur, elle va apparaître notamment sur les comparateurs type What2Mine comme une crypto-monnaie top rentabilité, et il y a énormément de mineurs qui vont alors migrer dessus, et on va avoir de nouveau cet équilibre qui va s'opérer avec la difficulté de minage qui va augmenter. Donc non, d'une certaine façon, une arrivée massive de mineurs sur un coin, ça ne va pas le faire pumper. Sauf dans le cas où, notamment, on reprend la théorie que j'avais émise sur Ethereum classique, où le fait que les mineurs, et là on ne parle pas du petit mineur comme vous et moi qui ont quelques rigs, mais plutôt les énormes fermes de minage, elles ont effectivement la possibilité d'une certaine façon de manipuler le prix des crypto-monnaies, et dans ce cas-là, elles pourraient d'une certaine façon faire pumper, donc faire augmenter de manière artificielle le cours d'une crypto-monnaie. Mais là, c'est parce qu'il y a une manipulation de marché. C'est pas du tout parce que ces fermes de minage vont s'installer sur le coin et commencer à le miner que son prix va augmenter. Alors oui, effectivement, lorsque l'on a des mineurs, on a également une très forte pression vendeuse, puisque les mineurs vont principalement miner la crypto-monnaie pour soit la revendre en totalité, soit en revendre une partie, notamment pour amortir le coût électrique, le coût du matériel, etc., etc. Maintenant, vous devez bien vous dire que c'est quelque chose également qui est présent en staking, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent qu'il n'y a que du dump massif quand on fait que du minage.
Moi qui possède des masternodes et qui loue notamment des VPS, hein, donc je loue des machines par mois, ça a un certain coût. Et donc effectivement, dans ce cas-là également, on peut avoir un dump massif de la part des personnes qui détiennent les nodes, parce que ces personnes vont devoir justement vendre des coins pour amortir l'allocation du matériel, etc., etc. Donc oui, il y a du dump passif en Proof of Work, mais il y en a également en Proof of Stake. Ça ne fait pas exception à la règle, et j'en sais quelque chose puisque je fais moi-même du Proof of Stake. Ah, enfin une question sur l'après-merge et Ethereum. J'étais étonné de ne pas en avoir plus, honnêtement. Et cette question nous vient, attendez, je la reprends, de Max Delasne qui demande: que penses-tu de la décentralisation de l'Ether après le merge? J'ai bien aimé la vidéo de Makertronic. D'ailleurs, je vous conseille, il fait d'excellentes vidéos sur le minage, sur la partie très technique. Quel est ton point de vue sur le sujet? Alors oui, moi je suis clairement d'accord avec ce qui est dit, notamment dans sa vidéo, c'est le fait que effectivement au moment où on tourne cette vidéo, donc on est fin août 2022, quasiment 50% des nodes Ethereum sont présents sur Amazon AWS. Si on rajoute même les autres providers comme Hetzner et autres, on monte quasiment à 70% des nodes qui seraient présents chez des sortes de gros GAFAM. Hein. Donc Amazon en fait partie, Hetzner ne fait pas partie des GAFAM, mais ça reste quand même une grosse entité qui permet notamment la mise à disposition de VPS. Et donc oui, on pourrait avoir d'une certaine façon un Ethereum Proof of Stake qui serait d'une certaine façon totalement centralisé, et surtout, le point très intéressant, qui pourrait être totalement à la merci des gouvernements, puisque vous vous en doutez, mais quand 50% des nodes, par exemple, appartiennent à Amazon AWS et que Amazon AWS rend des comptes, par exemple, au gouvernement américain, eh bien, on pourrait se dire que si demain, le gouvernement américain décidait de censurer les nodes Ethereum pour une raison X ou Y, il pourrait un petit peu forcer la main à Amazon en leur disant: écoutez, il faut absolument fermer les VPS parce que ça ne va pas. Et alors à ce moment-là, le système, d'une certaine façon, pourrait perdre totalement en décentralisation, mais également en, je ne sais pas si le mot liberté est approprié, mais voilà, le fait est que d'une certaine façon, on critique souvent très fort le Proof of Work, et attention, je ne fais pas la défense du Proof of Work, je sais que le Proof of Work a de gros défauts, hein. On parle toujours de cet aspect pollution, hein, qui est, on est d'accord, qui est vraiment limite, mais bon, on va quand même le mettre dedans. On a vraiment le côté, oui, c'est les poules de minage qui ont la main, etc., etc. C'est vrai, le Proof of Work n'a pas que des avantages, il a également des inconvénients, mais il ne faut pas imaginer non plus que le Proof of Stake, et particulièrement dans le cas d'Ethereum, n'a que des avantages et que c'est un monde parfait. Là, on remarque déjà, alors même que le merge n'a pas été en place, qu'il y a déjà de gros problèmes qui sont en train de se poser, notamment sur le fait: est-ce que Ethereum en Proof of Stake sera légitime ou non vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de la censure, etc., etc. Et donc pour moi, oui, la solution ultime, ce serait, mais la solution parfaite, comme dans énormément de projets qui fonctionnent en staking, ce serait que chaque personne soit capable d'héberger un node, dans ce cas-ci un node Ethereum, chez soi, avec vraiment sa machine, etc., etc. Sauf que dans les faits, on remarque que c'est très loin d'être le cas, et comme je vous le disais, quasiment 70% des nodes sont chez des entités centralisées qui appartiennent notamment, qui sont sous le régime du gouvernement américain d'une certaine façon. Et donc oui, on va perdre cet aspect centralisation et liberté au niveau d'Ethereum lorsqu'il va passer en staking si on ne fait absolument rien. Alors bon, pour la question suivante, j'ai quand même pris un projet que je ne connais pas spécialement très bien, mais parce que ça va me permettre notamment de faire un point qui, selon moi, est important. Donc la question nous vient de Marty Stenik qui demande: salut, que penses-tu du projet Ultra UOS? Il paraît vraiment très ambitieux et ils sont francophones. Alors, le projet, je le connais dans les grandes lignes, je sais que c'est lié aux jeux vidéo, que c'est notamment soutenu par Ubisoft, etc., etc. Donc, pour moi, lier le principe de la technologie des crypto-monnaies, de la blockchain aux jeux vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je suis fan de jeux vidéo, donc clairement, pour moi, il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas si le projet UOS, par contre, a suffisamment de force, d'ambition, etc., que pour devenir un des leaders du domaine, même si je me doute que lié justement à un grand nom comme Ubisoft, ça peut avoir énormément d'intérêt. Par contre, pourquoi je voulais en parler, c'est le fait que le projet soit francophone. Alors, je suis le premier à le dire, je parle français, il y a énormément de Français qui regardent cette chaîne, et le fait qu'un projet soit francophone, c'est généralement pour nous quelque chose de très intéressant. Sauf que malheureusement, et alors là je vise pas le projet UOS en particulier, je parle vraiment de manière générale, le problème, c'est que pour tout ce qui est anglais, américain, les autres pays du monde, généralement, un projet francophone, ça ne les intéresse pas. Malheureusement, il y a eu énormément de scams, d'arnaques par le passé liés à des francophones, ce qui nous donne vraiment à l'international une très mauvaise réputation
notamment chez les Américains et les Anglais, pour généralement discuter avec eux. Et je sais déjà, en fait, là où pour nous, ça paraît être un avantage d'avoir un projet francophone, ben en fait, à l'international, c'est plutôt une mauvaise chose. C'est triste à dire, hein, je suis le premier à dire que c'est triste d'avoir cette vision et cette mentalité-là, mais malheureusement, c'est à l'heure actuelle la réalité. Et donc, avoir un projet comme UOS, s'il avait par exemple été américain, anglais, eh bien, je pense honnêtement qu'il s'en sortirait beaucoup mieux à l'heure actuelle que s'il était, comme à l'heure actuelle, comme je disais, 100% francophone. C'est dommage, c'est triste, mais voilà, de manière générale, pour nous, c'est une excellente chose qu'un projet soit francophone. On a notre petit cocorico, c'est sympa. Le problème, c'est qu'à l'international, généralement, ça ne passe pas. Et c'est pour ça que je trouve très dommage, d'ailleurs, qu'un projet avec autant d'ambition et autres soit... Enfin, je dis pas que c'est une mauvaise chose qu'il soit francophone, loin de là. C'est dommage que, justement, on ait donné une très mauvaise image des projets francophones par le passé, ce qui fait que là, ça joue contre lui, et ça joue également contre les autres projets. Et donc, j'espère, d'une certaine façon, qu'on va pouvoir redorer un petit peu le blason des crypto-monnaies francophones et autres, pour justement que ça perce un peu mieux à l'international, parce que je vous assure que pour le moment, c'est clairement pas un avantage vis-à-vis voilà, des Américains, des Anglais, d'avoir un projet francophone. Et pour finir, la dernière question nous vient de Ralphie Flo qui demande « Avec 6 cartes, 5 1080 Ti et une 1080, que me conseilles-tu de miner après le 15 septembre ?» Donc pour ceux qui ne le savent pas, la date du merge, merci. Alors franchement, ta question tombe super bien parce que justement, figure-toi que j'ai tourné une vidéo sur le sujet il n'y a pas si longtemps où je donne notamment pour moi les crypto-monnaies qui peuvent être une chouette alternative au minage d'Ether, notamment après le 15 septembre avec le merge. Et pour moi, tu vas trouver ton bonheur dans ce type de vidéo. Surtout qu'en plus, c'est des cartes que je connais extrêmement bien. La génération 1000, c'est notamment avec cette génération que j'ai commencé le minage de crypto-monnaies. Et donc clairement, tu as vraiment l'embarras du choix. Alors rapidement, hein, si je devais en citer quelques-unes, mais on a Conflux, Ergo, Ravencoin, Firo, Flux, etc., etc. Tu as largement de quoi faire avec ce matos qui est encore vraiment d'actualité. Après, il y a comme toujours un petit peu d'optimisation à faire, mais pour moi, tu n'as absolument rien à craindre avec ce type de matos. Tu vas clairement pouvoir miner avec. Et voilà les amis, cette vidéo FAQ est maintenant terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Encore une fois, je vous explique, mais c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me faire exploser ce bouton. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.